J'aimerais vous parler de votre avenir financier et j'espère que ces chiffres deviendront applicables à vous tous au fur et à mesure que nous avancerons. Et j'aimerais commencer par vous poser un problème. Je vais juste parler pendant quelques minutes, puis nous ferons des questions-réponses, car ce que nous voulons faire, c'est parler de ce que vous avez en tête. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à cela pendant une seconde. Si, en sortant d'ici aujourd'hui, je disais que j'aimerais acheter 10% de votre avenir financier. J'allais vous faire un chèque aujourd'hui. Et à partir de ce jour, vous alliez me donner 10% de tout ce que vous gagneriez. Combien voudriez-vous me facturer pour cela? Je vais acheter un dixième de vous. Et je pourrais d'ailleurs accepter l'offre la plus basse. Alors faites attention à ce que vous écrivez. Eh bien, je pense que si vous y réfléchissiez un peu, vous pourriez y réfléchir pendant quelques minutes. Vous savez, vous allez recevoir un chèque de ma part aujourd'hui. Et tu peux faire ce que tu veux avec cet argent. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois me donner 10% de ce que tu gagnes. Je pense que ce serait très stupide de votre part, de demander moins de 50 000 $. Maintenant, il va falloir quelques années avant que tu ne gagnes de l'argent. J'ai donc quelques années d'argent mort là-dedans, mais ensuite je commencerai à percevoir cette redevance sur toi au fur et à mesure que tu avances. Je pense donc vraiment que si vous y réfléchissez, la plupart d'entre vous voudraient bien plus que ça. Je pense que vous avez raison. Heureusement, je n'ai conclu cet accord avec personne lorsque j'ai commencé, donc personne n'a de redevance de 10% sur moi. Mais je pense que 50 000 $ serait en quelque sorte le minimum absolu. Et si vous y réfléchissez, cela signifie qu'aujourd'hui, vous valez 500 000 $ parce que 10% de vous valent 50 000 $ en espèces aujourd'hui, votre potentiel vaut au moins 100% de 500 000 $. C'est le plus gros actif financier que vous possédez. Ce que vous faites de cet actif de 500 000 $ que vous possédez aujourd'hui est bien plus important que de décider d'acheter des actions ou des obligations, de placer votre argent dans un fonds commun de placement, de choisir vos propres actions ou quoi que ce soit de ce genre. Le plus gros actif financier dont vous disposez, et de loin, est la valeur de votre propre capacité de gain au fil des ans. C'est donc vraiment sur cela que vous devez vous concentrer. Si vous vous concentrez sur votre avenir financier, cela signifie que vous devez vous concentrer sur vous-même. Car que vos 10% valent 50 000, 100 000 ou 300 000, ce qui ferait 500 000 ou 000 pour vous tous, que cela se révèle être l'un ou l'autre dépend vraiment en grande partie de ce que vous ferez dans les prochaines années. Vous tous dans cette salle avez l'intelligence pour réussir extrêmement bien dans la vie. Vous avez tous l'énergie pour réussir extrêmement bien dans la vie, et la question est alors de savoir comment l'utiliser. Si vous avez un moteur de 200 chevaux, vous en tirez 200 chevaux, vous obtenez votre plein potentiel, ou obtenez-vous 100 chevaux ou 50 chevaux. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent vous empêcher d'exploiter toute la puissance de votre moteur, quel qu'il soit. Vous avez tous des moteurs suffisamment gros. Et l'une d'entre elles est le manque d'éducation. Mais cela n'arrivera probablement pas à beaucoup de gens dans cette salle. Si vous n'aviez pas reçu d'éducation, si vous n'aviez pas eu la chance de recevoir une éducation décente dans la vie, cela n'aurait aucune importance pour votre potentiel, car vous ne l'exploiteriez jamais. Mais la deuxième chose la plus importante, et tout aussi importante, concerne les habitudes que vous développez, en termes de ce que vous faites de vous-même. Lorsque nous embauchons des gens, nous recherchons trois qualités. Nous recherchons l'intégrité, nous recherchons l'intelligence et nous recherchons l'énergie. Mais s'ils n'ont pas la première, l'intégrité, les deux autres vous tueront. Parce que si vous embauchez quelqu'un sans intégrité, vous voulez vraiment qu'il soit stupide et paresseux, n'est-ce pas? Je veux dire, vous savez, la dernière chose au monde que vous voulez pour eux, c'est qu'ils soient intelligents et énergiques. Donc, intelligents et énergiques ne vont qu'avec l'intégrité. C'est vous qui prenez votre propre décision à ce sujet. Vous ne pouvez pas changer votre QI ou la distance à laquelle vous pouvez lancer un ballon de football ou la hauteur à laquelle vous pouvez sauter ou la couleur de vos cheveux très facilement, mais vous pouvez choisir d'avoir une intégrité qui correspond à celle de n'importe qui d'autre. Et si vous associez cela à l'intelligence, qui est votre énergie, ce que vous avez, vous obtiendrez un résultat extraordinaire. Et vous seriez très stupide de me vendre 10% de vous-même pour 50 000. D'un autre côté, si vous ne faites pas correspondre cela à cela, votre potentiel restera, en grande partie, inutilisé. Et je vais vous donner un petit test simple à appliquer en termes de réflexion sur le type d'habitude que vous souhaitez développer. Parce que vous pouvez avoir toutes les habitudes que vous voulez. Vous pouvez être paresseux. Vous pouvez être ponctuel. Vous pouvez être en retard. Vous pouvez être honnête. Vous pouvez prendre des raccourcis.
Je veux dire, vous avez tous ces choix et ce sont des choix que vous devez faire. Personne d'autre ne les ferait à votre place. Et je vous suggère de jouer à ce petit jeu quand eux aussi, pensez à la personne que vous aimeriez le plus être dans la vie. C'est peut-être l'un de vos contemporains, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, mais choisissez la personne que vous admirez le plus, la personne avec laquelle vous échangeriez votre place si vous le pouviez. Puis écrivez pourquoi vous l'admirez. Mettez-le simplement sur un morceau de papier. Puis déterminez la personne avec laquelle vous aimeriez le moins échanger votre place, celle qui vous rebute vraiment. Qui trouvez-vous répugnant? Énumérez les raisons pour lesquelles cette personne vous rebute à ce point et inscrivez-les de l'autre côté du papier. Ensuite, regardez cette liste et vous verrez que tout ce qui se trouve à gauche, ce que vous admirez chez les autres, les qualités qu'ils apportent à la vie, la gaieté, vous savez, la générosité, toutes sortes de choses. Vous verrez que ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même. C'est très simple. Vous devez vous appliquer, mais les habitudes que vous prenez en faisant cela très tôt vous porteront tout au long de la vie. Et d'un autre côté, vous verrez que les choses qui rendent les gens répulsifs, l'égoïsme, l'odieux, toutes ces choses, l'égoïsme, sont des choses que personne n'est obligé d'avoir. Si vous les trouvez en vous, vous pouvez vous en débarrasser à condition de vous en débarrasser le plus tôt possible. Donc, tout ce que je vous suggère, c'est d'écrire une liste de ce que vous admirez, de ce que vous trouvez méprisable. Et décidez que, vous savez, ceux qui sont du côté de l'admiration sont ceux que vous allez acquérir pour vous-même. Et si vous faites cela quand vous êtes jeune, cela vous accompagnera tout au long de votre vie. Cela ne fonctionne pas si vous le faites à 50 ou 60 ans. À ce moment-là, les habitudes sont trop bien formées. Mais si vous le faites tôt, le comportement devient une habitude. Donc, si vous faites cela dans 2 ou 3 ans, si vous faites le même exercice, vous découvrirez que la personne que vous admirez le plus, c'est vous-même. Cela peut être un peu dangereux dans certaines circonstances, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, vous voulez être quelqu'un que vous aimez. Et vous ne voulez pas être quelqu'un que vous n'aimez pas et former ses habitudes tôt. Vous ne pouvez pratiquement plus vous en passer. Je vais vous donner un autre petit conseil. C'est juste un corollaire à cela et nous passerons ensuite à vos questions. En règle générale, en tant que conseil financier spécifique, je dirais qu'il faut éviter les cartes de crédit. Oubliez-les tout simplement. Nous sommes dans diverses entreprises qui émettent des cartes de crédit. Le public américain adore les cartes de crédit. Mais si vous commencez à faire tourner vos dettes sur vos cartes de crédit, vous allez payer 18 ou 20%. Et vous ne pouvez pas progresser dans votre vie financière en empruntant de l'argent à 18 ou 20%. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en le prêtant à 18 ou 20% au fil du temps. Vous savez, si vous pouvez trouver quelqu'un de bien qui accepte de vous emprunter de l'argent, mais vous ne voulez pas être du côté de l'équation qui est toujours en retard dans la vie. Vous savez, j'ai eu de la chance d'avoir économisé environ $10 000 à la fin de mes études. Ces $10 000 valaient vraiment des millions. J'aurais peut-être gagné plus tard parce qu'après avoir fondé une famille et tout le reste, les dépenses s'accumulent, mais c'était mes outils de travail, mais c'était seulement parce que j'étais en avance sur le jeu. Si vous avez $10 000 de retard à un moment donné et que vous payez 18 ou 20% d'intérêt, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Donc, le truc, c'est que j'ai un partenaire qui dit, tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir. Donc je n'irai jamais là-bas. Vous savez, et c'est également vrai en matière financière. Vous voulez savoir à l'avance où vous ne voulez pas être et éviter cela. Et je reçois environ une douzaine de lettres par jour de personnes qui ont de terribles problèmes. Et il y a 2 raisons à cela. La première est que plusieurs d'entre eux ont eu des problèmes de santé d'une sorte ou d'une autre. Je veux dire, ils ont été vraiment touchés par une maladie catastrophique, ou quelqu'un dans leur famille a été touché par une maladie catastrophique. Et c'est une chose terrible qui arrive à n'importe quelle famille. Et ils se retrouvent dans une situation difficile, ils accumulent des factures qu'ils ne peuvent pas payer. En fait, seule la société peut résoudre ce problème. En termes de protection des gens contre cela, c'est tout simplement de la malchance. Mais l'autre problème vient de gens qui accumulent des dettes de cartes de crédit et qui sont confrontés à la faillite ou qui ont déjà fait faillite et qui doivent beaucoup d'argent et qui ne peuvent même pas payer les intérêts, encore moins le capital.
La moitié de mes lettres proviennent de personnes comme ça et ce problème est évitable. Une maladie catastrophique n'est pas une maladie évitable, mais les dettes de carte de crédit sont quelque chose que vous vous attirez vous-même et c'est bien mieux. Il est bien plus facile d'éviter les ennuis que de s'en sortir financièrement. Et, je vous garantis que si vous avez une grosse carte de crédit, vous aurez des problèmes, probablement pour le reste de votre vie en termes de situation financière. D'un autre côté, si vous prenez de l'avance, même si c'est à une échelle très modeste, de sorte que l'argent provient des investissements et que les gens vous doivent de l'argent ou les actions vous doivent des parts. Vous aurez une longueur d'avance par rapport au fait de payer, de toujours payer, vos créanciers chaque mois. Donc mon conseil pour vous est, si vous ne pouvez pas payer pour cela, ne l'achetez pas et mettez-vous dans une position où vous pouvez payer pour tout. Et alors nous serons heureux de le voir. Borchem du marché du meuble du Nebraska. Maintenant, posons-nous quelques questions. Avons-nous un micro là-bas que les gens peuvent utiliser ou qui se déplace ou quoi que ce soit qui vous préoccupe? Posez des questions. Ne soyez pas timide. Que conseilleriez-vous aux gens qui ne se dirigent pas nécessairement vers un domaine de carrière dans lequel vous gagneriez un salaire, comme la médecine ou quelque chose comme ça, peut-être, les arts du spectacle ou la musique? Comment nous conseilleriez-vous de suivre financièrement le reste du monde? Eh bien, il est vrai qu'un système de marché ne paie pas aussi bien dans certaines activités que ce qui pourrait sembler approprié compte tenu de l'importance de ces activités. La société prend l'exemple de l'enseignement, je veux dire, l'enseignement n'est pas bien payé. Et qu'est-ce qui pourrait être plus important? Je veux dire, vous savez, vous devez être aussi intéressé par qui sont les professeurs de vos enfants que par qui est votre comptable, ou quoi que ce soit, ou qui remporte le titre mondial des poids lourds ou ce genre de choses, mais cela ne paie pas bien. Et, c'est un choix fondamental, de savoir si vous allez vous lancer dans quelque chose, et pour beaucoup de gens, ce serait un choix fondamental, de savoir si vous allez vous lancer dans quelque chose que vous aimez ou quelque chose pour essayer de gagner beaucoup d'argent. Je pense que, en général, il vaut mieux faire ce que l'on aime. Et je pense qu'il est très difficile de trouver des gens de mon âge qui disent qu'ils ont aimé ce qu'ils ont fait toute leur vie et qu'ils pensent que cela en valait la peine, mais ils sont terriblement tristes d'avoir fait ce choix parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Je ne pense pas que quiconque m'ait jamais dit qu'il aurait aimé se lancer dans quelque chose d'autre qui ne lui plaisait pas ou qui n'aimait pas ça. Je ne me sentais pas très productif, mais je gagnais beaucoup d'argent. Donc je ne pense pas que vous trouverez ça. Donc je le ferai. Peu importe comment vous vous y prenez, cela peut s'avérer plus rentable que vous ne pouvez le penser, mais presque tout le monde ici gagnera suffisamment d'argent à moins qu'il ne prenne de mauvaises habitudes en cours de route. Pour réussir raisonnablement dans ce pays, c'est vraiment très bien. Je veux dire, c'est vrai, il n'est pas nécessaire d'avoir des sommes énormes pour s'amuser. Je m'amusais quand j'avais 10 000 ans et je vis dans la même maison que lorsque je gagnais, quand j'avais à peu près ça, je l'ai acheté il y a 41 ans. J'aimais la maison à l'époque. Maintenant, je veux dire, si vous y réfléchissez, si vous avez un emploi raisonnable, vous mangerez chez McDonald's et moi je mangerai chez McDonald's. Donc nous devons continuer à manger. Je veux dire, vous savez, en fait, j'espère que c'est Dairy Queen en fait. Et si vous venez à Dairy Queen, vous me verrez et vous pourrez commander tout ce que je peux commander sur le menu et nous pourrons tous les deux nous le permettre. Vous savez, vous porterez les mêmes vêtements que moi. Je paierai plus cher pour mes costumes, mais dès que je les enfile, ils me vont bon marché. Donc, nous aurons à peu près la même apparence. Nous vivrons tous les deux dans le même type de maison. J'habite dans cette maison depuis 41 ans et elle est chaude en hiver et fraîche en été et elle est confortable. Et vous vivrez dans une maison similaire. Et puis, quelle différence cela fait-il si vous avez 50 chambres de plus ou si vous savez, si les maisons d'hôtes sont toutes là, vous savez, cela ne vous apportera probablement que des problèmes. Je veux dire, vous devez vous soucier du jardinier ou de quelque chose comme ça quand vous aurez fini. Donc, j'ai été dans les maisons de gens. Ou les maisons valent, probablement 200 fois plus que ce que vaut ma maison. Et je ne serai pas plus heureux du tout dans ces maisons. En fait, je serai moins heureux. J'aurai juste une chose de plus à me soucier. Et vous savez, les dizaines de personnes qui se trouvent dans le coin, les gens qui démissionnent, les gens qui vous volent, et toutes sortes de choses. Au diable tout ça. Ouais. Nous conduirons le même type de voiture. En fait, vous conduirez probablement une meilleure voiture. Je conduis une voiture qui a environ 8 ans. Je ne sais pas ce qu'elle vaut maintenant, mais elle me permet de me déplacer sans problème.
Je veux dire, je suis parfaitement heureux. Nous regarderons la même télévision, vous savez. Nous travaillerons sur le même ordinateur à peu près. La seule différence sera la façon dont nous voyagerons sur de longues distances, vous savez. Je volerai dans un avion qui est plus confortable que celui de Southwest Airlines ou quelque chose comme ça, ce contre quoi je n'ai rien. Mais c'est la seule grande différence. Et à part ça, je fais ce que j'aime tous les jours. J'espère que vous ferez ce que vous aimez faire tous les jours. Et je travaille avec des gens sympas. J'espère que vous travaillerez avec des gens sympas. Et il y a 24 heures dans la journée et c'est là que passent les heures. Donc oui, c'est ça. Une grande richesse est un tout petit peu différente, dans un sens réel, d'avoir juste un revenu décent et d'échanger un revenu décent et quelque chose que vous aimez faire et quelque chose que vous sentez utile de faire contre une énorme richesse où vous échangez beaucoup de vos principes. Ce serait une terrible erreur. Reconnaîtriez-vous votre succès davantage sur vous-même ou grâce à l'aide et aux enseignements des autres? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Si vous me dites qui sont vos héros, je ferai une assez bonne prédiction sur ce que vous allez faire. Et j'ai eu les bons héros. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie et mes héros ne m'ont jamais laissé tomber et ont commencé avec mon père. Et puis j'en ai eu d'autres dans les affaires. Et donc j'ai eu de grands professeurs, certains professeurs formels, certains qui étaient juste des professeurs informels, des professeurs par instinct ou par exemple. Et, si je n'avais pas eu ça, vous savez, ma vie, je suis sûr qu'elle aurait été très différente si j'étais né ailleurs quand je suis né, en 1930. Et à l'époque, une naissance sur 50 dans le monde se déroulait aux États-Unis. Donc, j'étais à 50 contre le fait de naître aux États-Unis. J'aurais été un désastre. Vous savez, si j'étais né en Afghanistan ou au Pérou ou ailleurs, je veux dire, j'étais extraordinaire. J'ai gagné à la loterie le jour de ma naissance, vous savez, en étant né dans ce pays. Vous aussi. Vous, les chances étaient probablement de 40 contre le fait de naître dans ce pays. Et il y avait 5 fois plus de chances d'être né en Chine ou 6 fois, 4 ou 5 fois plus de chances d'être né en Inde ou dans un autre endroit où il n'aurait pas été aussi facile d'exploiter tout le potentiel de votre talent. Nous avons donc tous gagné à la loterie à cet égard. Et c'est tout simplement de la chance. Je veux dire, et j'ai eu de la chance de naître à cette époque. Je veux dire, l'allocation de capital est quelque chose qui rapporte extrêmement bien dans notre société actuelle. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres sociétés et ce n'était pas le cas il y a de nombreuses années. Mon ami Bill Gates dit que si j'étais né il y a quelques milliers d'années, j'aurais été un animal de compagnie, vous savez, je ne peux pas courir très vite et je ne peux pas grimper aux arbres. Et vous savez, je ne l'ai pas fait, ce sont des talents. Personne ne m'a demandé de grimper aux arbres maintenant, mais il fut un temps où cela aurait pu être important. Et accessoirement, Bill aurait été un animal de compagnie. Je veux dire, il ne peut pas courir aussi vite non plus, mais, en tout cas, vous savez, nous avons de la chance. Imaginez simplement être né il y a quelques centaines d'années avec exactement les mêmes talents et jusqu'où il vous aurait mené, vous savez, la personne moyenne vit tellement mieux que la personne la plus riche il y a 100 ou 150 ans. Donc, j'ai de la chance à cet égard, j'ai la chance d'être né de parents formidables. J'ai eu la chance d'être élevé à Omaha et dans un excellent système scolaire public. J'ai pu commencer ici en 8e année. Cela m'a donné une base qui, plus tard, lorsque j'ai dévié de la bonne voie à plusieurs reprises, m'a permis de tenir le coup parce que j'ai eu une excellente éducation primaire ici même à Omaha, à Rose Hill. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu cette chance est un peu malheureuse, mais j'ai eu cette excellente éducation, en partie parce que les femmes étaient extrêmement discriminées. Et donc, à cette époque, une femme pouvait être enseignante. Elle pouvait être secrétaire. Elle pouvait être infirmière, vous savez, et c'était à peu près tout. Donc, la moitié du vivier de talents aux États-Unis était limitée à quelques emplois seulement. Donc, vous aviez une abondance de talent, dans ces activités comme les soins infirmiers ou l'enseignement, car ce talent chez les hommes était réparti dans tous les domaines, toutes les formes d'activités professionnelles, mais chez les femmes, il était concentré dans quelques domaines. Et cela m'a été bénéfique, c'est un peu triste parce que cela n'a pas profité aux enseignants,
Mais j'ai eu beaucoup de chance et j'ai vraiment été comme ça toute ma vie et ce que je fais est important. Comme vous le savez, ce que fait un bon professeur ou une bonne infirmière ou quelque chose du genre. Vous savez, je pense que c'est assez discutable. Cela rapporte énormément dans une économie de marché comme les États-Unis. Mais c'est un accident. Cela n'a rien à voir avec une quelconque capacité innée de ma part. Monsieur Buffett, la technologie a été un facteur important pour stimuler l'économie mondiale. Quelles sont vos prédictions pour l'avenir de l'industrie technologique et quel est son rôle futur dans l'économie mondiale et aux États-Unis? Eh bien, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Cela bouleverse le monde. C'est déjà fait, mais ça va, vous savez, ça ne fait que commencer, mais ça avance très vite. J'ai rencontré Gates le 15 juillet 1991. J'étais là-bas pour une célébration du 4 juillet, avec un ami, qui est décédé par la suite dans un Greenfield avec le Washington Post. Et elle nous a emmenés rendre visite à la famille Gates. Et il a essayé de m'éduquer sur la haute technologie. Et il avait eu plus de chance avec les chimpanzés. Je veux dire, j'étais vraiment un désastre, mais c'est un bon professeur. Mais une chose qu'il m'a dite, c'est qu'à l'époque, il a dit, vous savez, vous avez ce modèle dans votre tête du monde et votre modèle a le temps et la distance, comme des facteurs très limitatifs. Et il a dit, ce ne sont plus des facteurs limitatifs. Il a dit que le coup de parler à quelqu'un dans le monde entier, de faire passer son message ou de le publier, allait être nul ou presque nul, ça ne fait aucune différence. Et c'était révolutionnaire, mais ça se produit déjà à grande échelle, et c'est juste, 8 ans plus tard, et ça explose. Donc, la technologie de l'information de pointe, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, change le monde et va le changer de manière très importante. Et elle va changer. Je veux dire, c'est l'une des choses auxquelles je pense dans les entreprises que nous achetons. Nous avons annoncé hier l'achat d'un détaillant de meubles à Boston, dans la région de Boston. Et, vous savez, je me demande quel effet ce nouveau monde a-t-il en termes d'Internet sur la vente au détail de meubles? Je veux dire, il faut réfléchir à des questions comme celle-là. Les changements seront énormes. J'ai joué au bridge hier avec des gens de tout le pays, mais j'y ai joué avec des gens du monde entier. Je m'assois simplement devant mon ordinateur et j'ai du popcorn là-bas et je suis en pantalon kaki et un pull. Et je peux faire une partie de bridge en 30 secondes avec des gens du monde entier. Fondamentalement, cela ne coûte rien. Vous savez, c'est très différent d'essayer d'organiser un match avec 4 personnes à Omaha. Vous savez, un jour où l'un veut jouer au golf et l'autre veut regarder le baseball. Et je veux dire, ça change les choses de manière énorme. Nous avons beaucoup de chance. Je veux dire, c'est dans la mesure où les États-Unis sont en tête du monde dans ce domaine. Je veux dire, nous avons une avance. Il est difficile de penser à qui est en deuxième position. Et il y a 15 ans environ, ce pays avait un complexe d'infériorité. Il était difficile pour vous de vous en souvenir parce que vous n'étiez pas assez vieux pour être là à l'époque. Mais au début des années 80, nous nous demandions si les Allemands et les Japonais allaient tout posséder. Et s'ils allaient fabriquer tout l'acier et toutes les voitures. Et les téléviseurs et si nous allions faire cuire des hamburgers. C'était la ligne de conduite standard. Et imaginez qu'en une courte période, 15 ans plus tard, les choses ont changé de manière importante à cause de ces informations, une révolution, où nous, comme je l'ai dit, je ne sais pas qui vous nommeriez comme étant à la 2e place mondiale, mais voici l'industrie la plus importante au monde. Et les États-Unis ont cette position incroyable et nous évoluons tout le temps avec cette position. Je pense donc que cela plaide pour un avenir formidable pour le monde au fil du temps. Et je pense que cela plaide encore plus pour un avenir formidable pour cette entreprise, ce pays. Quels sont les meilleurs moyens pour les jeunes de commencer maintenant à assurer leur avenir financier? Pourquoi? Pour assurer leur avenir financier pour vous. Oh, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très compliqué. Cela revient à tirer pleinement parti de vos propres talents en premier lieu. Je veux dire, la différence entre le fait que vous allez gagner X, 2X ou 3X par an dans 20 ans, dépendra non pas de votre talent, mais de la façon dont vous utiliserez les talents que vous possédez déjà. Et c'est donc là que réside votre meilleur avenir financier. C'est votre propre capacité à utiliser ces capacités à leur plein potentiel, et ils ne peuvent pas vous les enlever. Cela ne peut pas vous être enlevé. Vous ne pouvez même pas les taxer. Je veux dire, vous savez, la plupart des choses, si vous le voulez, si vous voulez un bien immobilier, s'il double les impôts, il double les impôts et cela change.
votre propriété immobilière, car les autorités fiscales en possèdent désormais davantage, car elles ont un plus grand contrôle sur les flux de revenus, comme pour presque tous les actifs que vous possédez. Mais elles ne taxent pas ce que vous avez dans la tête. Elles ne taxent pas non plus votre capacité à commencer à travailler lorsque vous arrivez au travail le matin et que vous finissez le soir, à atteindre votre potentiel. L'une des choses qui m'étonne le plus, c'est de voir comment les gens qui réussissent vraiment bien vous sautent dessus dès que vous dirigez une entreprise. Quand j'ai quitté l'école, je pensais que tout le monde se comporterait de cette façon, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens traversent la vie en marchant comme des somnambules. Et si vous ne le faites pas, vous vous démarquerez. Donc, la chose la plus importante pour votre avenir financier, c'est vous-même. Au-delà de cela, il s'agit toujours d'avoir une longueur d'avance plutôt que de prendre du retard. Il s'agit d'économiser un peu importe comment vous le faites. Je veux dire, j'ai livré des journaux. J'ai travaillé pour des sous. J'ai vendu des balles de golf. J'avais un flipper à portée de main. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont permis d'accumuler environ 10 000 $ à la fin de mes études. 10 000 $ ne comptent plus autant aujourd'hui qu'à l'époque, mais il est extrêmement important d'avoir quelque chose pour être en avance sur le jeu et ne pas être en retard. Je veux dire, si vous devez courir 100 mètres contre un groupe de personnes dans la vie, si vous pouvez faire en sorte que lorsque le coup de feu retentisse, vous ayez 10 ou 15 mètres d'avance, au lieu d'être 10 ou 15 mètres derrière, cela fera une énorme différence dans le résultat de la course. Donc, avoir des ressources nettes ne fait pas beaucoup de différence, qu'elles soient en action ou en obligation, à mon avis, et ne pas avoir de dette lorsque le coup de feu retentit, lorsque vous sortez de l'école, c'est un énorme avantage par rapport au fait d'être en retard. Vous savez, cela peut venir de la livraison d'un journal le matin, cela peut venir d'un travail à temps partiel quelque part, mais mettez de côté quelques dollars pour vous-même. Mais de sorte que lorsque le moment viendra et que vous entrerez dans le monde du travail, vous aurez une longueur d'avance et non pas un retard. Et puis, une fois que vous y serez, ne vous laissez pas distancer en achetant tout un tas de choses que vous pensez devoir payer un jour alors que vous payez 20% d'intérêt entre-temps. Je me demandais, avec l'augmentation des coûts de l'éducation aujourd'hui, que peuvent faire les étudiants pour faire face à leurs dettes une fois qu'ils auront quitté l'université? Eh bien, c'est une question difficile. Je veux dire, je suppose que je le rembourserai aussi vite que possible et que je m'endetterai le moins possible. Et avant que ce moment n'arrive, et je dirai ceci d'après mon expérience. Dans les affaires, il y a très peu de différence, voire aucune, entre une formation commerciale très chère et ce qui est disponible pour beaucoup moins d'argent. Donc, je suis allé à l'université du Nebraska à Lincoln pendant ma dernière année d'université. Je suis allé à Wharton pendant quelques années avant cela. J'ai appris autant à l'université du Nebraska qu'à Wharton et je n'ai rien contre Wharton. Je veux dire, c'est juste que nous avions une très bonne école ici. J'ai eu des professeurs formidables à Lincoln. Et donc je ne suppose pas que si je payais quelques milliers de dollars pour une éducation ici dans l'État, par exemple, au lieu de payer des sommes énormes ailleurs, cela allait faire une grande différence. La plupart de l'éducation et vous devez être poussé dans la bonne direction, mais une grande partie de cela est autodidacte. Je veux dire, Andrew Carnegie a fait une chose merveilleuse dans ce pays en termes de bibliothèque. Et j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps. J'étais enfermé à l'université d'Omaha, ce qui était alors l'université d'Omaha, et je ne pouvais pas sortir pendant des heures, et un soir, j'ai été tellement fasciné par ce que je lisais, mais il y a toutes sortes d'informations disponibles maintenant avec Internet, c'est tellement, vous savez, plus facile qu'à l'époque, donc, c'est là pour être pris, et il n'est pas nécessaire de payer 30 ou 35 000 $ par an pour aller dans une, grande école renommée pour obtenir une éducation du tout. Je veux dire, si vous voulez apprendre la comptabilité, si vous voulez, ce qui est probablement le cours le plus important que vous suivrez en affaires, si vous voulez apprendre la comptabilité, vous pouvez aussi apprendre la comptabilité. À mon avis, aller à l'UNO, c'est aller à Harvard. Je veux dire, je parierai là-dessus. Et je n'accumulerai pas d'énormes factures en termes d'éducation commerciale. Maintenant, vous savez, si vous voulez suivre une formation médicale, je veux dire, il y a certaines professions où il n'y a peut-être aucun moyen d'éviter de dépenser beaucoup d'argent et de s'endetter dans une certaine mesure. Vous devez prendre cette décision vous-même, mais j'essaierai certainement de la minimiser. Et je devrais en quelque sorte, je devrais savoir comment je gérerai cette dette dans une période de 5 ans après avoir quitté l'école, où j'y réfléchirai à 2 fois avant de m'endetter. Quel conseil donneriez-vous à une organisation à but non lucratif en formation?
pour la création d'une organisation à but non lucratif. Eh bien, j'ai toujours essayé d'éviter de former des organisations à but non lucratif. Eh bien, cela dépendrait entièrement de ce que je voulais accomplir. Je veux dire, vous savez, ce serait une chose si c'était un hôpital, ce pourrait être une autre chose, vous savez, il y a tellement de types de ça. Donc, vous savez, vous devez trouver des gens qui sont expérimentés et impliqués dans une entité comme celle-là. Mais cela dépend tellement de l'objectif pour lequel vous travaillez. Je comprends que vous êtes très impliqué civiquement et je me demandais à quel point vous pensez que c'est une qualité importante pour un individu dans la vie et pourquoi. Ouais. Eh bien, je ne dirais pas que je le suis, je veux dire, je fais certaines choses civiques. Je pense que votre modèle en tant que citoyen, par exemple, à Omaha serait Walter Scott. Je veux dire, il est beaucoup plus impliqué civiquement. Et, soit dit en passant, son prédécesseur, Peter Kiwi, l'était aussi, mais Walters a porté ce projet à de nouveaux sommets. Donc, je ne veux pas prendre le relais. Je fais certaines choses. L'un des problèmes que j'ai, c'est que j'aime tellement ce que je fais que ça prend le dessus. Je suis comme un gars qui aime beaucoup jouer au golf ou quelque chose comme ça, sauf que j'aime le secteur dans lequel je travaille. J'ai une famille qui participe très activement. Certains de mes enfants travaillent sur presque tout ce qui se passe dans le domaine civique. Et vous savez, c'est comme ça. Au final, les gens font ce qu'ils veulent faire dans une certaine mesure. Et je pense que je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui, vous savez, qui aimait travailler dans des activités civiques et qui ne sentait pas que cela en valait vraiment la peine après l'avoir fait. Je veux dire, ils ont construit quelque chose et participé à la construction de quelque chose est toujours très amusant et en fait, on passe un bon moment. Nous avons ce tournoi de golf par exemple en septembre et nous avons collecté de l'argent pour quelque chose. Mais tout le monde s'amuse bien. Donc personne ne paie le prix. En le faisant, je passe un bon moment. Les gens qui viennent s'amusent bien et nous pouvons les montrer aux gens, mais vous devriez profiter des choses au fur et à mesure. Et vous le ferez, si vous travaillez dans des activités civiques qui vous intéressent, et vous pouvez faire la même chose en politique, je veux dire, si vous trouvez des idées politiques ou des politiciens qui vous correspondent particulièrement lorsque vous vous retournez contre vous, vous pouvez en tirer beaucoup de satisfaction personnelle et vous faites quelque chose de valable. Je suis donc simplement votre instinct à ce sujet. C'est ma recommandation. J'ai une question. Quel est selon vous le problème, le plus gros problème économique auquel la jeunesse d'aujourd'hui sera confrontée dans le futur? Oui, je ne pense pas que vous allez avoir d'énormes problèmes économiques. Je pense que vous vivrez dans une société où la personne moyenne vivra mieux, et de loin, que la moyenne d'une génération ou de 2 générations plus tôt. Telle a été l'histoire de ce pays. C'est un pays merveilleux de cette façon. Je veux dire, quand on y pense, nous avons 4,5% de la population mondiale, vous savez, et ce qui a été accompli ici est incroyable. 53% de la valeur des entreprises cotées en bourse dans le monde se trouve aux États-Unis, qui représentent 4,5% de la population. Ce pays a toujours bien réussi. On dit en bourse qu'il faut acheter des actions d'une entreprise qui est si bonne que même un idiot peut la diriger. Parce que tôt ou tard, on le fera. Et ce n'est pas un mauvais conseil. Eh bien, cela semble avoir été en quelque sorte l'histoire de ce pays de temps à autre. Je veux dire, nous avons eu tous ces problèmes qui sont survenus. Si vous regardez en arrière sur les 100 dernières années et que vous énumérez tous les problèmes que ce pays a rencontrés, vous savez, vous pouvez faire une très longue liste. Et beaucoup de gens qui se sont concentrés sur ces problèmes à l'époque ont raté la vue d'ensemble et la vue d'ensemble. C'est que chaque génération a été meilleure que la précédente et c'est grâce à l'épargne, car l'épargne permet aux gens de créer de nouveaux outils pour faire de meilleures choses au fur et à mesure, et c'est aussi grâce à un environnement qui permet aux gens de réaliser leur potentiel à un degré plus élevé que la plupart des autres environnements dans le monde. C'est loin d'être parfait. Je veux dire, c'est triste à quel point c'est loin d'être parfait, mais c'est mieux que tout ce qui existe autour. Je veux dire, dans ce pays, vous n'avez pas de commissaire ou quelque chose comme ça qui dirige vous savez, là, une grande entreprise dans ce pays. Vous avez un gars comme Jack Welch et un gars comme Jack Welch fait une différence de jour comme de nuit en termes de productivité de cette entreprise sur une période de plusieurs décennies et la productivité est ce qui fait augmenter le niveau de vie. Donc, tout système qui fait appel au Jack Welch de ce monde pour diriger les entreprises aura un avantage énorme sur une société qui le fait par hérédité ou par décret gouvernemental et nous sommes plus proches de cette société que n'importe quel autre pays.
Et cela a conduit à de grandes choses et cela continuera à conduire à de grandes choses. Je pense donc que vous avez le meilleur avenir possible. Vous ne faites pas face à une guerre et vous avez un avenir meilleur en termes de récompenses matérielles que n'importe quelle génération de l'histoire. J'aimerais donc pouvoir échanger vos places. Je me demandais si vous, ou si vous pouviez parler au nom de Monsieur Gates, aviez peur de l'impact de l'an 2000 sur l'économie ou plus précisément sur le marché boursier. Ouais, eh bien, je suis content que vous m'ayez donné une chance de faire participer d'autres personnes parce que je suis le dernier gars au monde à comprendre le bug de l'an 2000. Je ne sais pas pourquoi ce micro fonctionne. Je ne sais pas pourquoi les lumières s'allument ou pourquoi j'allume l'interrupteur de mon téléviseur et je prie. Je veux dire, je dis que tout cela me dépasse, mais je dirais que les personnes les plus intelligentes que je connaisse dans ce domaine, en grande partie, je pense que ce ne sera pas un événement, dans ce pays. Je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais donc je pense que vous vous réveillerez le 1er janvier et découvrirez que le monde n'a pas changé depuis le 31 décembre. Maintenant, je dirais ceci, vous pourriez demander à tout un tas d'amis de vous faire des chèques d'1 milliard de dollars le 31 décembre, puis de les déposer et vous savez, qui sait ce qui se passera? Vous ne pouvez rien perdre. Je veux dire, nous faisons des rebonds et si le système est suivi, vous savez qui, vous pourriez trouver beaucoup d'argent sur votre compte, mais je ne compterai pas là-dessus. Nous possédons une société appelée Executive Jet. Nous avons environ 14 ou 500 clients qui possèdent des pièces d'avion chez nous. Et nous, donc nous avons une centaine, enfin nous avons 160 avions et certains des nôtres qui volent. Ce serait très intéressant pour moi de voir ce que les gens nous font savoir à l'avance lorsqu'ils veulent l'utiliser. Il sera très intéressant de voir combien de personnes s'inscriront pour le 1er janvier à 12h01, mais cela ne me dérangerait pas de les faire venir le 1er janvier ou de faire quoi que ce soit d'autre le 1er janvier. Idéalement, j'espère qu'ils se prépareront à regarder les Huskers jouer lors du grand match. Et je me demandais, comment décidez-vous dans quoi vous investissez votre temps et votre argent? Ouais, eh bien, j'aime trouver des entreprises qui ont une bonne économie. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne économie? Eh bien, une bonne économie est une entreprise qui a une sorte de fossé autour d'elle qui rend son produit ou son service ou son emplacement ou quelque chose d'un peu plus désirable et pour le client que tout autre type de produit comparable. Vous savez, la barre chocolatée numéro 1 au cours des 30 ou 40 dernières années a été Snickers. Les gens ne s'amusent pas avec différentes barres chocolatées. Ils s'amusent avec des robes de différentes longueurs, ils s'amusent, vous savez, avec toutes sortes de choses, mais ils ne s'amusent pas avec des barres chocolatées parce qu'ils se disent, vous savez, qu'ils vont entrer et débourser 50 centimes ou quoi que ce soit et les mettre dans leur bouche et ils ne vont pas le faire pour 50 centimes et les mettre dans votre bouche. Je ne vais pas dire, je vais mettre 45 centimes et mettre autre chose dans ma bouche. Donc vous trouvez cela très stable et nous aimons les entreprises qui, selon nous, peuvent savoir où elles seront dans 10 ou 15 ans. Je ne sais pas où seront les entreprises de technologie de l'information dans 10 ou 15 ans. Je sais où seront les barres Snickers dans 10 ou 15 ans. Elles se vendront à peu près comme elles le font maintenant. Je sais où seront les chewing-gums ou Wrigley dans 10 ou 15 ans. Il n'y aura pas beaucoup d'innovation. Et Internet ne va pas non plus inciter les gens à arrêter de mâcher du chewing-gum. Je veux dire, Gates le pense peut-être, mais je ne le pense pas. Mais, c'est la prévisibilité concernant la durabilité d'un avantage concurrentiel. Il y a quelque chose de spécial dans un produit. Nous recherchons donc ce genre de produit, puis nous recherchons des personnes qui dirigent l'entreprise, qui sont honnêtes et compétentes. Il est plus facile de trouver des personnes honnêtes et compétentes que de trouver des entreprises qui resteront merveilleuses pendant une longue période. Il y a beaucoup d'entreprises qui semblaient devoir rester merveilleuses, mais qui se sont en fait évaporées au fil du temps. Mais c'est ce que nous recherchons. Et ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas besoin d'en trouver beaucoup. Si nous en trouvons une par an, c'est formidable. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'une centaine ou d'un millier de bonnes idées d'investissement pour réussir. Il vous en faut quelques-unes. Et, sinon, la discipline est la chose la plus importante. Nous n'avons pas besoin de matière grise. Nous avons besoin de discipliner, vous n'avez pas besoin d'un QI de 150 pour faire ce que je fais. Dieu merci. Vous savez, vous n'avez pas besoin de 140, vous savez, 135, vous pourriez avoir besoin de 115 ou quelque chose comme ça.
Mais vous avez besoin de discipline. Vous devez attendre de voir le gros lancer pour vous balancer, car investir est un jeu sans appel de prise. Vous savez, si j'étais un joueur de baseball et que j'aime seulement les lancer à 2 pouces au-dessus de mon nombril, vous savez, un gars pourrait apprendre ça et il pourrait me lancer, vous savez, à 3 ou 4 pouces en dessous. Je suis appelé pour des prises parce que je ne trouve jamais de lancer. J'aime qu'on puisse être appelé pour des prises au baseball. Vous devez frapper sur des lancers que vous n'aimez même pas nécessairement, en particulier après que le décompte ait obtenu les 2 prises en affaires, vous n'êtes pas obligé de frapper quoi que ce soit. Vous pouvez vous asseoir là et le journal dit que General Motors est à 68 ou il dit que General Electric est à 115 ou dit que General Dynamics est à 63. Et si vous n'aimez pas ces prix, vous n'êtes pas obligé de vous balancer. Vous pouvez attendre jour après jour, et il n'y a pas de strike annoncé. Maintenant, lorsque vous décidez d'acheter quelque chose, alors, vous savez, si vous ratez votre coup, c'est un strike. Mais c'est un jeu merveilleux dans lequel jouer parce qu'il n'y a pas de strike annoncé et vous pouvez simplement attendre ce moment dans un mois ou 6 mois ou un an ou 2 ou 3 ans où vous savez vraiment ce que vous faites, où vous aimez le prix, où vous aimez les gens qui dirigent l'entreprise. Et alors vous swingez et vous n'avez besoin que de quelques swings dans votre vie. C'est ainsi que nous essayons de choisir des entreprises. Nous essayons de nous en tenir à ce que nous comprenons. Je veux dire, il peut y avoir toutes sortes de merveilleuses opportunités d'investissement que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que les fèves de cacao vont faire l'année prochaine. Vous savez, peut-être que vous le savez, mais je ne sais pas. Je ne sais pas à quel prix le pétrole brut va se vendre. Mais je n'ai pas besoin de savoir. Je dois juste savoir les choses, je dois savoir ce que je sais. Je dois savoir où se situent les limites de ma compréhension, c'est ce que j'appelle mon cercle de compétences. Et si je ne suis capable d'évaluer que 5% des entreprises du monde, pas de problème. Je reste dans ces 5% et j'essaie de trouver quelque chose. Et c'est que la plupart des gens ont des problèmes en matière d'investissement parce qu'ils ont des démangeaisons, vous savez, ils ne peuvent pas se discipliner et ils entendent parler d'autres personnes qui gagnent de l'argent. Rien ne dérange autant les gens que d'entendre parler de leurs amis qui gagnent de l'argent. Je veux dire, c'est très destructeur pour la discipline parce qu'ils pensent, vous savez, je suis plus intelligent que le gars à accent grave côté. Et il vient d'acheter cette nouvelle voiture avec l'argent gagné en négociant des actions sur Internet. Alors pourquoi je ne le pourrais pas ? Eh bien, la réponse est que vous ne le pouvez pas avec le temps. Vous perdrez de l'argent en négociant activement des actions, et il est difficile d'exercer la discipline. Mais chaque fois que vous achetez quelque chose, vous devriez pouvoir prendre une feuille de papier et dire « J'achète General Motors à $65. J'achète General Electric à $150 parce que » et vous devriez écrire les raisons. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas remplir la feuille. Si c'est parce que quelqu'un m'en a parlé à un cocktail hier soir, ce n'est pas suffisant. Si c'est parce que mon courtier m'en a parlé, ce n'est pas suffisant. Oui, c'est le cas, vous devez avoir une raison. Pour penser que c'est un investissement intelligent. Vous faites la même chose si vous achetez une ferme ou un immeuble. Si vous achetez une ferme, vous diriez, j'achète cette ferme à $1000 l'acre parce que je pense que je peux gagner $60 l'acre avec elle. Si le maïs se vend à tel prix, le soja à tel prix et le rendement à tel prix. Et vous le découvrirez. C'est la même raison pour laquelle vous achetez des entreprises. Et lorsque vous achetez des actions, vous achetez une petite partie d'une entreprise. Et c'est probablement la chose la plus importante à retenir en matière d'investissement. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une petite partie de l'entreprise et si vous l'achetez à un prix attractif pour l'entreprise, pour l'ensemble de l'entreprise, vous allez gagner de l'argent. Et si vous ne le faites pas, vous savez, au fil du temps, vous ne gagnerez pas d'argent. Le révérend Jackson, Jesse Jackson nous a parlé plus tôt. Il semblait croire que les normes morales de la société d'aujourd'hui, à terme, nous affectent dans le monde des affaires. Comment pensez-vous que cela nous affectera en tant que jeunes qui grandissent aux États-Unis ? Eh bien, je pense qu'il est très difficile de quantifier les normes morales au fil du temps. Je veux dire, vous savez, vous pouvez repérer d'énormes faiblesses à tout moment en termes de comportement des gens ou du pays et d'énormes forces. Je pense que dans l'ensemble, nous avons fait des progrès dans ce que j'appellerais les normes morales institutionnalisées dans ce pays. Je veux dire, vous savez, en termes d'esclavage, en termes de, je veux dire, les femmes ne pouvaient pas voter, vous savez,
Il y a un siècle, la moitié du pays était des citoyens de seconde classe à cet égard et elles avaient beaucoup moins de droits et en termes d'héritage et toutes sortes de choses, l'impôt sur le revenu n'existait pas il y a 100 ans. Donc l'idée de taxer les gens en fonction de ce qu'ils bénéficiaient de la société et de leurs revenus n'existait pas. Je pense donc qu'en termes de normes morales institutionnalisées, le pays a fait des progrès vraiment significatifs au cours des 100 dernières années. Je pense, vous savez, qu'il reste un énorme chemin à parcourir. Je pense que nous allons dans la bonne direction, peut-être par à-coups, mais je pense que nous allons dans la bonne direction. Et je pense que ce sera un avantage considérable pour tous ceux qui sont dans cette salle s'ils vivent dans une société plus morale dans 40 ans plutôt que dans une société moins morale. Mais je pense que les chances sont grandes que ce soit le cas. Je pense que le pays évolue dans cette direction, c'est très difficile à faire, toutes sortes d'intérêts y travaillent. Mais, en fin de compte, je pense que le peuple américain le souhaite et vous l'avez vu dans les droits civiques. Je veux dire, il a fallu la télévision pour dramatiser ce qui se passait et les gens qui n'étaient pas là préféraient ne pas y penser, mais cela a touché la conscience du peuple américain et beaucoup de progrès ont été réalisés dans ce domaine et il reste encore beaucoup à faire, mais là, c'est mieux qu'avant. Et le rythme peut sembler très lent pour les personnes concernées, et je peux comprendre cela. Le rythme, vous savez, pour le droit de vote des femmes, je veux dire, a duré des décennies et des décennies et des décennies, les femmes pouvaient faire partie d'un jury. Je lisais le procès de Clarence Darrow qui a eu lieu en Californie vers 19, je ne sais pas 10 ou 11, vous savez, il n'y avait aucune femme dans le jury. Les femmes n'étaient pas autorisées à faire partie d'un jury. Elles n'étaient pas citoyennes dans ce sens. Donc, c'est le comportement moral du pays qui s'est amélioré à mon avis, mais il continuera de s'améliorer et j'espère que vous tous dans cette salle faites votre part pour aider à l'améliorer. Je me demandais comment, puisque le marché boursier est si élevé en ce moment, il serait judicieux pour nous de nous impliquer maintenant ou d'attendre qu'il baisse un peu ou quoi. Oui, je ne peux pas vous dire si vous devez acheter des actions ou non maintenant. En général, je pense qu'il est important d'économiser de l'argent, vous savez, et que vous investissiez en bourse, je ne pense pas que ce soit très important. Je pense que si vous êtes intéressé par les actions, vous devriez en acheter, vous savez, et que vous avez un petit capital, vous devriez en acheter quelques-unes. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure façon d'en apprendre davantage que de le faire par expérience. Le faire sur papier n'est pas la même chose. Je peux vous garantir que si vous perdez de l'argent sur papier ou de l'argent réel, c'est une expérience différente. Et je pense que vous en apprendrez plus sur vous-même si vous le faites de cette façon. J'ai acheté ma première action. Quand j'avais 11 ans, j'étais à Rose Hill à l'époque, et j'ai acheté 3 actions de City Service Preferred à 38, et le prix est descendu à 27, ce dont je me souviens encore, même si j'avais 11 ans à l'époque. Puis il est monté à 40, et je l'ai vendu. J'ai gagné $5 sur mes 3 actions après commission, et ensuite, la valeur est passée à $200 et quelque chose comme ça. Donc, vous savez, je m'en souviens probablement un peu mieux que si je l'avais fait sur papier. Et j'ai fait beaucoup de choses entre 11 et 19 ans sur le marché boursier. J'ai fait des graphiques, j'ai fait toutes sortes d'analyses techniques, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur le sujet, et je n'ai pas très bien réussi, je n'ai pas fait de mauvaises choses, mais je me suis vraiment débattu. Mais pas, à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai lu le livre de Ben Graham, j'étais à l'université du Nebraska à Lincoln, je suis allé acheter ce livre intitulé The Intelligent Investor, qui venait de sortir, et il a eu un impact énorme sur moi. Maintenant, si je n'avais pas fait ça au cours des 8 années précédentes, si je n'avais pas été partout, je ne suis pas sûr que ce livre aurait eu le même impact sur moi. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais prêt à lire le livre de Ben Graham, qui a changé ma vie financièrement d'une manière incroyable. Je veux dire, je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais lu ce livre, mais oui, une partie de la vie consiste à se préparer pour que lorsque quelque chose se produise, ce soit important. Vous pouvez en saisir l'importance et savoir quoi en faire. Et je dirais que les 8 premières années de bêtises, même si elles n'ont rien apporté financièrement à proprement parler, ont beaucoup apporté en termes de préparation mentale. D'une part, j'ai vraiment lu quelque chose qui avait du sens. J'étais donc prêt à l'accepter. Et je suis retourné à Columbia pour étudier sous la direction de Graham et grâce à la lecture de ce livre, toutes sortes de choses en ont découlé. Je vous encourage donc, si vous êtes intéressé par ce domaine, à faire quelque chose, j'essaierai quand même de faire le plus intelligemment possible.
J'essaierai de m'en tenir aux choses, aux entreprises. Je pensais avoir compris que je sortirais quand même cette feuille de papier et que j'écrirais « Je fais ça parce que… » et que je testerai mon raisonnement. Puis je reviendrai et je le relirai un an plus tard et je verrai si ce que je pensais être vrai s'avérerait vrai. Donc je me contrôlerai toujours. Je crois qu'il faut se noter sur tout. Vous savez, les médecins font des autopsies et ils le font parce qu'ils apprennent de ces autopsies, et les hommes d'affaires n'aiment pas faire d'autopsie. Construire des usines ou acheter des entreprises. Et ils n'ont jamais voulu vérifier 2 ans plus tard comment cette décision s'est déroulée parce que cela peut être désagréable. Mais on apprend des autopsies et on ne veut pas apprendre. Il est bien mieux d'apprendre des erreurs des autres que des siennes, mais il faut aussi apprendre de quelques-unes des siennes. Et le moment de le faire, c'est quand on est jeune. Ma question est la suivante, dans quelle mesure pensez-vous que le gouvernement, avec les politiques actuelles de protection sociale, est compétent sur le plan financier et préparé sur le plan fiscal? Je pense que le pays dans son ensemble est plutôt bien préparé pour l'avenir. Cela ne veut pas dire que j'adopterai toute leur politique. Mais je pense que nous avons une société extrêmement riche. Une société extrêmement riche. Et elle va s'enrichir. Tout le monde n'y participera pas. Certains ne participeront pas à cause de handicaps physiques, d'autres à cause de handicaps mentaux, d'autres à cause de lacunes dans l'éducation qu'ils ont reçue pendant leur enfance, pour toutes sortes de raisons. Nous avons une société suffisamment prospère pour pouvoir prendre soin de ces personnes. Et nous devons prendre soin d'elles. Et comment nous le faisons, pour qu'elles se sentent le plus utiles possible dans la vie, et comment nous le faisons pour que nous continuions à encourager les gens à être plus productifs eux-mêmes et tout ça. Je veux dire, ce ne sont pas des questions faciles, mais cela ne devrait pas nous faire perdre de vue que nous devons faire quelque chose à ce sujet. Je pose souvent ce problème aux gens. Je dis, supposons que vous soyez né 24 heures avant et que vous puissiez tous faire ce test 24 heures avant votre naissance et qu'un génie vienne à vous. Et le génie dit, comment t'appelais-tu déjà, quoi? Nous t'appellerons Joe. Et le génie dit Joe. Donc, comme tu me sembles assez prometteur, je pense que tu as un certain sens du fair play et un bon esprit. Et donc je vais vous donner une opportunité extraordinaire. Je vais vous laisser concevoir le monde dans lequel vous allez naître dans 24 heures. C'est le vôtre. Vous choisissez les règles politiques, vous choisissez les règles économiques, vous choisissez les règles sociales, vous concevez le monde. Et quand vous naîtrez dans 24 heures, vous allez naître dans ce monde. Et c'est le monde qui va exister toute votre vie, toute la vie de vos enfants, toute la vie de vos petits-enfants. Et vous, ayant entendu certaines de ces blagues sur les génies dans le passé, vous diriez, quel est le piège? Le génie dit, eh bien, c'est un piège très léger. J'ai dit, quand vous naîtrez dans 24 heures, vous allez émerger dans ce monde que vous avez conçu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est si vous allez naître noir ou blanc, homme ou femme, riche ou pauvre, intelligent ou attardé, valide ou infirme, aux États-Unis ou en Afghanistan. Tout ce que vous savez, c'est que vous allez puiser dans ce tonneau, qui contient maintenant 6 milliards de boules, comme nous le savons, représentant une personne, chaque personne dans le monde. Et vous allez participer à ce que j'appelle la loterie ovarienne. Vous allez prendre une boule de ce tonneau et vous n'en aurez jamais d'autre. C'est vous. Vous allez recevoir une boule et maintenant vous allez fusionner. Alors, quel genre de règles voulez-vous avoir pour cette société, sans savoir quelle boule vous allez recevoir? Ce que je vous propose, c'est la façon dont je pense que les gens devraient penser à la politique sociale. Et si vous êtes né, si vous avez la chance de naître dans ce pays, vous avez déjà gagné à la loterie. Mais nous devrions avoir un système qui, à mon avis, encourage Jack Welch, Bill Gates et tous les autres à travailler bien au-delà du moment où cela a une quelconque importance économique pour eux. Nous voulons que ces ressources soient contrôlées par des personnes qui soient extrêmement capables de les contrôler. C'est ainsi que le niveau de vie progresse. Nous devrions donc vouloir que Tom Osborne soit entraîneur au Nebraska. Nous devrions vouloir que Bill Gates conçoive des logiciels et nous ne voulons pas mélanger les deux. Nous ne voulons pas que Bill soit entraîneur au Nebraska. Donc vous voulez des gens, vous voulez un système qui dirige, qui amène les gens à leur potentiel et qui les place dans la position où ils peuvent faire le plus de bien à la société. Mais vous voulez aussi un système qui permette aux gens de se tromper de ballon. Je veux dire, quelqu'un va récupérer le ballon, vous savez, qui dit addict, quelqu'un va récupérer le ballon. Cela signifie que telle maladie ou telle autre maladie survient tôt dans la vie et les handicaps, et nous avons une société suffisamment riche pour pouvoir prendre soin de ces personnes. Je pense que pour revenir à votre question, cette société évoluera de plus en plus dans cette direction.
Elle a la capacité d'évoluer de plus en plus dans cette direction à mesure que nos ressources et notre production augmentent, et je pense qu'elle a la volonté de le faire de manière générale, même si, comme je l'ai dit, il y a toujours eu beaucoup de hauts et de bas. Les États-Unis ne manquent pas de ressources. Il n'y a pas de pénurie de production. Il faut avoir un système qui encourage les gens à se comporter à la limite de leur capacité et les place à la bonne place. Mais il faut aussi s'assurer que tout le monde soit pris en charge. Et je voulais savoir comment, selon vous, les médias affectent le monde économiquement aujourd'hui. Eh bien, c'est une petite question. Eh bien, ce qu'il fait évidemment simplement parce que il a évolué si loin technologiquement car il a tout rassemblé de manière importante. Je veux dire, j'étais en Chine il y a quelques années et j'étais juste après la conférence des femmes à Pékin et je lisais la couverture chinoise de cette conférence et bien sûr, cela n'avait rien à voir avec ce qui se passait, mais Internet arrivait et vous savez, vous pouvez accéder au Washington Post ou au New York Times ou n'importe quoi. Je reçois le Washington Post à 21h30 ici, le soir. En fait, je ne peux jamais le recevoir le lendemain, par livraison physique, mais par livraison électronique, je peux le lire. Vous savez, probablement plus tôt que la plupart des gens à Washington ne le lisent. La capacité de communiquer et le degré auquel le monde peut être au courant de ce qui se passe partout dans le monde. C'est juste, vous savez, c'est un bond en avant et, vous savez, cela aura, il y a beaucoup de choses qui en découlent, net, c'est un plus au fil du temps, mais là, je veux dire, la capacité de l'information à être disponible pour tout le monde dans le monde presque instantanément. Cela peut être d'énormes avancées dans des domaines comme la médecine, par exemple, juste pour en choisir un. Donc, c'est un net plus. Cela a un grand effet et la définition des médias a maintenant été considérablement élargie. Je veux dire, il y avait 3 réseaux de télévision et dans les années 1960, vous savez, au début des années 1960, c'était tout. Il y avait 3 autoroutes de l'information qui circulaient électroniquement. Et si les 3 informations où j'aime Lucie et je veux autre chose, c'était les 3 choix d'information ou de divertissement que vous aviez pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes assises là devant un téléviseur. Maintenant, c'est illimité et ce n'est que dans 3 décennies environ. Donc ça a explosé et ça va continuer à exploser. Et Ned, je pense que c'est un plus et je pense qu'il est 13 heures. Je veux tous vous remercier. Je vous souhaite bonne chance, vous allez faire du bon travail. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Parlons Cash pour ne rien manquer de nos contenus sur l'éducation financière. Votre soutien nous aide à créer encore plus de vidéos intéressantes. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Nous avons hâte de lire vos avis et d'échanger avec vous.